Et alors? 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 Bonjour ou bonsoir à vous, je m'appelle Fanny Sorgato, une Alsacienne qui a lancé une société d'expertise en communication visuelle appelée Sourier. Je suis ravie de vous accueillir sur cette émission intitulée Et alors? En référence à l'audace, au fait d'oser se lancer dans une voie professionnelle autre que celle qui était toute tracée ou autre que celle qui est confortable ou rassurante. Beaucoup d'entre nous choisissent une autre voie professionnelle en quête d'un épanouissement personnel total ou au contraire subissent un job qui les dévalue, les déprime ou les ennuie. Mais dans beaucoup de cas, la peur conditionne l'avenir et les vrais désirs de changement. Alors quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que l'on s'est lancé seul ? Ou pourquoi on a décidé de changer de voie ? Pour cet épisode numéro 7, je reçois Corinne Leclerc, formatrice et consultante SEO. On va parler médias sociaux, voyages et entrepreneuriat. Corinne, c'est super. Merci de me recevoir aujourd'hui chez toi, ici à Mulhouse. On s'est connus sur LinkedIn. Moi, j'ai loupé une de tes conférences parce que j'ai pris trop de temps. C'était blindé. Je me suis dit, bon, on aura d'autres occasions. Ben voilà, elle est là. Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta société ? Quelle est ton activité ici en Alsace ? Alors, moi, je suis consultante SEO. Ouais. Donc, je m'occupe de la visibilité des sites principalement sur Google, en fait. Il y en a qui font sur des autres moteurs de recherche, mais moi, j'ai décidé de me mettre que sur Google. Et donc, je fais tout ce qui est pour le suivi du site Internet. Donc, on commence par l'étude de mots-clés. Si le site existe déjà, on va faire un audit aussi pour voir quelles sont les forces et points d'amélioration du site. Ensuite, on fait de la rédaction web et après du suivi sur plus ou moins long terme. Et puis, après, tout dépend de ce que souhaite... Le e-commerce aussi ? Oui, de l'e-commerce, je fais aussi. Ouais. Et je fais aussi tout ce qui est article de blog parce que c'est super important pour conserver son référence. Sur Google, ils aiment bien qu'on alimente tout ça tout le temps. Ouais, quelque chose de statique et plan-plan, Google n'aime pas. Non, c'est ça. Au début, il va bien aimer. Puis au bout d'un moment, quand il verra que ça bouge pas, il va petit à petit déclasser le site. Donc, en fait, sur un site internet, on va avoir ce qu'on appelle des pages statiques. C'est pour un site vitrine, les pages de prestations. Pour un site e-commerce, ça va être les pages produits ou les pages catégories. Et après, on va avoir le blog où en fait, on va mettre du contenu régulièrement. Alors après, on n'est pas obligé d'en mettre toutes les semaines. Le mieux, c'est d'en mettre à notre rythme et que ça soit régulier. Même si c'est qu'une fois par mois ou qu'une fois tous les 2 mois, c'est pas gênant. Le but, c'est que quand même, ça fasse bouger un peu le site. Et que quand le robot de Google, il vient visiter le site internet, il voit qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'il soit content, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors après, ce qu'on fait aussi, des fois, c'est de la mise à jour des pages. Si des prestations changent ou si on a fait des articles sur une loi qui a changé ou ça peut être des choses comme ça, quoi, en fait. Donc, il y a toujours moyen de dynamiser un site. Je dirais que se prendre le temps, c'est toujours compliqué. C'est du temps. Voilà, ça, exactement. C'est sûr que même si on a quelques connaissances, optimiser un site web pour qu'il soit visible et vendeur éventuellement, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas simple. Non, c'est ça, faut de la patience. Le SEO, on dit toujours que le SEO, c'est un sprint et que le SEO, c'est du marathon. Et c'est vrai, finalement. Mais moi, souvent, je dis aux gens qui ont déjà de la publicité, continuez avec votre pub et au fur et à mesure que vous augmentez dans les résultats en SEO, vous diminuez vos coûts de pub pour jusqu'à un jour, peut-être vous stopperez totalement vos publicités ou alors vous garderez un équilibre où c'est pas trop cher et ça vous convient au niveau budget, en fait. Quoi. C'est, parce que souvent, les gens qui débutent, ils ont tendance à faire beaucoup de publicité en se disant « il faut que je sois connu » et ils délaissent un peu le SEO et au bout de quelques années, ils se mettent au SEO et donc ils comprennent aussi les avantages que les deux peuvent avoir parce que finalement, c'est complémentaire. Donc maintenant, consultante en SEO, est-ce que... Alors bien sûr, si on est là, c'est que tu n'as pas du tout ce profil-là à la base. Et quand tu étais plus jeune ou adolescente ou enfant et que tu te voyais plutôt adulte, comment tu te voyais ? Moi, quand j'étais ado, j'avais déjà ce rêve d'être entrepreneur, en fait, en tout cas indépendante.
parce que j'ai été indépendante très tôt, en fait. Voilà, c'est... Ta personnalité. Voilà, c'est ça. Puis j'ai vécu à la campagne, on a tendance à être plus indépendant aussi. Quand j'avais vers 16 ans, j'ai eu un déclic et je me suis dit, j'aimerais un jour être à mon compte. Et en fait, au départ, je voulais plutôt être dans le tourisme parce que j'adore voyager. Donc, j'ai fait, après mon bac littéraire, j'ai fait un BTS en tourisme. Oui. Alors, c'était déconseillé après un bac général de faire un BTS, mais du coup, moi, c'est ce qui me convenait le mieux, en fait. Ouais, parce que tu n'avais pas le caractère pour. Oui, je pense que c'est ça. Et je voulais, voilà, on avait des stages en plus. Je voulais quand même commencer à découvrir le monde professionnel, parce que j'avais jamais vraiment pu le faire. Donc, du coup, je m'étais dit, voilà, ça peut être l'occasion. Et du coup, j'ai fait mon BTS pendant les 2 ans et je me suis rendu compte qu'en fait, le métier d'agent de voyage, c'était pas fait pour moi parce que c'était pas du tout ce que je m'imaginais et ce qu'on m'avait vendu aussi quand je me suis inscrite pour faire le BTS. Du coup, voilà, ça marche pas du tout comme ce que moi je pensais. Je pensais que j'allais conseiller des gens pour aller partout dans le monde, alors qu'en fait, la plupart des gens, ils veulent la même chose. Ouais. Et je me suis dit, comme moi, j'ai une âme d'entrepreneur, je me suis dit, je vais m'ennuyer, en fait, au bout d'un moment. Très vite, tu sens la routine qui allait te fracasser. C'est ça. Et en plus, j'ai eu un de mes stages, il a duré 6 semaines. Et à la fin, c'était super long, quoi. Et c'est là où je me suis dit, je peux pas continuer dans ce domaine-là. Et en fait, après, je me suis dit, je vais me lancer dans un bac+3 chef de produit en alternance, donc toujours dans le tourisme. J'ai été dans un camping du coup en Alsace, près de Colmar. Et en fait, ça s'est pas du tout bien passé avec l'entreprise. Je devais commencer en juillet et du coup, je suis restée 15 jours et je suis partie en fait. Ah oui, c'était vraiment... ça m'a pas plu, on s'est pas bien entendu avec la gérante. Voilà, donc j'ai préféré partir. Et comme j'étais jeune, je me suis dit, bon, voilà... On a le temps. Voilà, je me suis dit, j'ai 20 ans, je trouverai un travail, quoi. Voilà, c'est... Et en fait, dans la ville d'où je viens, dans le 57 à Sarrebourg, il y avait une personne que je connaissais qui cherchait depuis plus de 6 mois un rédacteur web. Et en fait, ils trouvaient pas... ils trouvaient pas du tout de personnes qui savaient écrire correctement. Ils avaient fait passer plusieurs tests et ils trouvaient pas. Ça, c'était il y a quoi ? Il y a plus de 10 ans, moi. Ouais, c'était en 2012, ouais. Ouais, 12 ans, ouais. Ouais, il y a 12 ans, ouais. Ok. Donc, une boîte que tu connaissais qui cherchait du voilà, c'est ça. Donc, le gérant, en fait, il m'avait déjà demandé au mois de mars, mais moi, j'avais encore ta BCS. Ouais. Donc, je lui ai dit, j'attends de finir, on verra. Et après, je voulais commencer d'autres études. Puis, finalement, je suis revenue. J'ai dit, bon, je veux bien passer le test. Et en fait, je suis allée passer le test, mais je connaissais rien du tout dans le web. Et ils m'ont demandé d'écrire, à l'époque, là, c'était la mode des espèces de mini-montres sportives, là, de toutes les couleurs... jaune, fluo, tout ça. C'était avant les montres connectées. Ouais, justement, c'est plus vieux que ça. Ouais. Et c'était des toutes petites montres sportives comme ça. C'était rigolo. Moi, j'aimais bien le produit. Ouais. Et donc, en fait, ils m'ont testé. Ils m'ont demandé d'écrire des mini-fiches et une grande fiche, en fait. Et du coup, j'ai réussi le test. Et après, je suis devenue rédactrice chez eux. Et on était une très, très petite entreprise. On était 3 salariés, en fait. Donc, il y avait un développeur, une graphiste et puis moi. Donc, j'ai eu de la chance que la graphiste, web designer, parce qu'elle faisait les deux, elle s'y connaissait déjà en SEO un petit peu. Donc, elle m'a quand même appris des mini-bases. T'as mis le pied à l'étrier doucement. Voilà, c'est ça. Et après, moi, je me suis formée aussi moi-même à côté. Je m'étais abonnée à des blogs comme WebRank Info, qui est très pertinent. Même encore aujourd'hui, il est très bien ce blog. Bien sûr. Après, je regardais les supports de Google aussi pour voir. Et j'ai eu la chance aussi que cette entreprise, ils m'ont laissé faire des tests. Parce que finalement, moi, je débutais. Ils auraient très bien pu dire, non, tu fais pas, on fait. Ou ne pas me garder, quoi. Donc, j'ai fait un CDD d'1 an chez eux. Et au bout d'1 an, ils m'ont proposé un CDI. Donc, j'ai accepté. Et après, je suis restée jusqu'à fin 2015 là-bas. Donc, j'ai fait 3 ans et demi, en fait. J'ai commencé en juillet 2012 et j'ai fini en décembre 2015. Ok. Et en janvier 2016, j'ai lancé mon auto-entreprise, en fait. Et je l'ai fait parce que j'avais déjà des anciens clients de l'agence où j'étais avant qui m'ont recontacté pour bosser avec moi. Sinon, je pense que je l'aurais jamais fait, en fait. Oui. J'avais un peu peur quand même. Puis comme je viens pas du tout d'un monde où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on promouvoit... Qu'on promeut, oui. Pardon. J'ai le cas.
Oui, alors et effectivement, quand il n'y a pas une culture d'entreprendre au sein, dans le cercle familial déjà, c'est ça. Et que c'est pas quelque chose on va dire de naturel. Et limite, c'est un peu mal vu parce qu'on se dit, oula, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle a pas conscience des risques. Mais ouais, mais les pieds, déjà, on entend déjà les petits démons qui arrivent. Effectivement, ça freine. Ça freine. Oui, c'est vrai que... en fait, moi, là, je me suis pas mis de barrière. Je me suis dit, je recommence ma vie pro à zéro et je vais réaliser un de mes rêves que j'avais à 16 ans, hein, de en fait, lancer ma boîte. Et là, du coup, j'avais 24 ans. Donc, je l'ai fait 8 ans après, à peu près. Et je me suis... Au début, pour moi, franchement, c'était comme un jeu. Je me suis dit, ouais, on verra. Enfin, quand on est jeune, on a aussi un peu cette... on a moins peur, voilà, c'est ça. Et puis, on se dit, bon, si ça marche pas, je reprends un travail. Et voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là, en fait. Et finalement, dans une petite ville comme Sarrebourg, ça a pris. J'arrivais à me sortir un salaire. Bon, c'était pas mirobolant au départ, mais j'avais quand même de quoi vivre, un SMIC, quoi, voilà. Et du coup, après, je me suis dit, je vais le développer au fur et à mesure. Ouais. Et en fait, entre-temps, je suis partie en Australie pour réaliser un autre de mes rêves. Bien sûr. On peut pas faire tous les rêves en même temps. Non, c'est ça. Et donc, j'ai un peu mis de côté mon entreprise, mais c'était aussi pour savoir qu'est-ce que je voulais en faire finalement. Parce que quand je me suis rendu compte que ça pouvait marcher, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et si je veux vraiment, ça veut dire qu'il faut que je me mette à fond. Et il y a d'autres perspectives et d'autres challenges qui arrivent si vraiment tu décides d'aller vers là. Oui. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis prête? Parce qu'en fait, j'étais jeune et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment l'envie là? Et donc, du coup, je suis restée à peu près 6 mois en Australie et en rentrant, je suis rentrée en 2017 et je me suis dit, bon, maintenant, je me donne 2 ans pour que j'en vive correctement. Donc, je me suis dit, en 2019, il faut que j'ai un salaire correct, que je puisse payer mon loyer, voyager, avoir des loisirs, etc. Et puis, du coup, ça a fonctionné, quoi. En fait, oui. Et est-ce que ton expérience en Australie ça a renforcé cette idée, oui, puisque tu es allé vers là, mais est-ce que tu as renforcé tes connaissances aussi en SEO? Est-ce que tu as travaillé sur place ou est-ce que tu as lié des espèces de partenariats avec là-bas ou c'était vraiment purement détente, réflexion, on profite de l'Australie? Alors, j'ai travaillé en Australie, mais pas du tout dans le SEO, parce que j'avais pas un niveau d'anglais assez fort pour maîtriser ce métier là-bas, en fait, dans un pays anglophone. Et puis, j'avais envie de découvrir la culture du pays. Et, j'avais encore quelques clients en France, donc je travaillais là-bas en horaire décalé, parce qu'il y a quand même... il y a 10 heures. Hein. Ouais, à peu près, c'est ça, quoi. Donc, du coup, des fois, je travaillais tard le soir. Et en fait, j'étais dans une ferme au milieu de la campagne, c'était magnifique et je m'occupais des enfants la journée. Et puis après, quand ils étaient à l'école, je pouvais travailler ou le soir et j'avais mes week-ends. Enfin, j'ai vraiment profité de mon expérience australienne. Je me suis dit, j'ai envie de faire de vraiment découvrir le pays, la culture. Et si je travaille en ville comme à Sydney ou Melbourne, c'est comme si j'étais en France, quoi. Ouais. Donc, en tout cas, moi, Sydney, j'ai trouvé que c'était assez stressant comme ville, un peu comme Paris. Ouais. Donc, je suis assez vite sortie et je me suis dit, c'est pas là que je découvrirai le pays, en fait. La ville est très belle, mais voilà, moi, j'aime découvrir les cultures quand je voyage, donc je vais pas forcément rester dans la capitale, quoi. Oui, et puis les grandes villes, c'est comme tu dis, c'est souvent lié au stress, on sait pas où on est, il faut s'orienter, il y a l'insécurité potentielle, pas toujours. En Australie... il n'y a pas que les grandes villes, hein. C'est un continent, c'est grand comme l'Europe, donc le bush. Exactement. Le bush, c'est bien aussi. Ah oui, moi j'étais super heureuse. Le week-end, je prenais mon vélo, je me levais à 6h30 pour aller voir le lever du soleil. Tous les soirs, je regardais les couchers de soleil et puis après la Voie lactée. C'est grandiose. Ah ouais, c'était... Du coup, ça m'a aussi, ce voyage toute seule là-bas, parce que je suis partie seule, ça m'a aussi permis d'avoir confiance en moi. Et je pense que c'est ce qui me manquait au début pour mon entreprise, parce que c'est... Quand on débute jeune, on ne sait pas trop vers où on va, et surtout quand personne peut nous soutenir parce que personne connaît ce monde-là, c'est difficile. Donc on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que les autres, ils n'ont pas de raison de s'inquiéter pour moi? Est-ce que ce secteur, il est porteur? Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Exactement. On est rempli de doutes à un moment ou à un autre. C'est ça. Et du coup, en fait, là-bas, je me suis rendu compte que si on voulait vraiment faire quelque chose, on pouvait y arriver quand on a la volonté et quand on croit en soi, en fait. Parce que moi, je suis arrivée là-bas toute seule.
Et tout le monde m'a dit, ouais, tu vas jamais y arriver, t'es toute seule, c'est dangereux, n'y va pas. Ah oui, tous les gens que je connaissais, ils m'ont dit ça, quoi. J'ai juste ma meilleure amie qui m'a toujours soutenue dans mes projets, mais sinon, tous les autres autour de moi, mais parce qu'en fait, ils comprennent pas qu'une femme seule parte, quoi. Quand on est un homme, ça passe, mais quand on est une femme, c'est tout de suite hyper dangereux. À qui te dis-tu ? Moi, je suis partie seule aussi. Oups, ça c'est le mien. Oui. Et je vais dire... Alors moi, j'étais plutôt dans une culture internationale où ça se faisait beaucoup parce que les pays anglo-saxons, ils encouragent ce genre de voyage et de parenthèse dans la vie. Mais c'est vrai que le fait d'être une femme seule, je te rejoins. Hein. Moi, je me suis teint en brune exprès pour passer plus inaperçue dans certains pays et tout ça pour être... Ah bon ? Ouais. Ah ouais. En partant, ouais. Mais l'Australie, t'en es revenu galvanisé. Ah oui, franchement. Plein d'espoir et plein de... Ouais, c'est ça. Et du coup, après, je me suis lancée d'autres objectifs. Je me suis inscrite sur des plateformes qui n'existent plus. Mais en fait, avant, il n'y avait pas uniquement des grosses plateformes genre Malte. Il y en avait plein de petites, et notamment en France. Et du coup, j'ai trouvé, grâce à ces plateformes-là, 2 clients que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai depuis 2017. Un organisme de formation, parce que du coup, je suis formatrice aussi maintenant. Oui. Et une agence de communication dans le Bas-Rhin avec qui je travaille. Tu as réouvert ta société ou tu en as monté une autre ? Attends. Alors, en fait, non, je ne l'avais pas fermée. Je l'avais gardée parce que j'avais quand même encore un petit peu des clients. Donc, je me suis dit, les clients que j'ai, je garde. Et je verrai bien si j'ai envie de fermer la boîte quand je reviens, je la ferme. Ou sinon, je la garde ouverte, quoi. J'étais toujours à Sarrebourg quand je suis revenue et en fait là j'ai un peu intensifié de trouver des nouveaux clients et j'ai cherché un partenariat aussi avec un web designer. On avait fait quelque chose ensemble et finalement après en 2019 j'ai atterri à Mulhouse pour donner des cours. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à Mulhouse. J'ai donné des cours dans une école privée ici. Oui. Et après, j'étais en contact avec un web designer et on a travaillé ensemble sur des projets, au fur et à mesure, quoi. Okay. Et puis, moi, je suis restée parce que vraiment, je me sens bien en Alsace et c'est vraiment... ici, j'ai vraiment pu développer correctement ma société. C'est plus dynamique, en fait, que la Lorraine, donc... Et ça se perçoit, hein, je veux dire. On le sent qu'il y a beaucoup de volonté aussi de la part des pouvoirs publics et des mairies, des collectivités de promouvoir l'audace. Exactement, l'audace. C'est ça. Et que les jeunes, s'ils sont vraiment une idée, s'ils ont... c'est possible, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de soutien. Hein. C'est ça. Ça, hein. Je voulais encore te poser une question par rapport à la formation. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu m'as dit que tu avais toujours voulu enseigner ou transmettre, en tout cas, le savoir, et tu as eu la possibilité de le faire ici à Mulhouse. C'est la raison pour laquelle tu as quitté Sarrebourg. La formation, à la base, tu as donné ici dans l'école privée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, j'ai aussi été un petit peu à l'IUT de Mulhouse. J'ai été au FMA à Colmar et... dans une autre école aussi privée, quoi. À enseigner toutes les techniques et les stratégies. Voilà, c'est ça. C'est ça, j'enseignais le SEO. Et puis, en fait, en tant que formatrice, je fais du web marketing au sens plus large. Je m'occupe des stratégies sur les réseaux sociaux. J'aide les entrepreneurs à élaborer une stratégie, à créer un visuel. Alors, moi, je fais des choses simples sur Canva, par exemple. Pas sur Photoshop. Des choses trop complexes parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Pour tout ce qui est programmation, suivi. Après, on fait aussi souvent des newsletters quand ils ont une base de données clients pour la fidélisation. Donc on fait. Puis après, on fait le SEO local avec Google My Business que tu évoquais avant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large, en fait, les formations. Et moi, j'aime bien parce que j'ai aussi ce côté, j'apprends aussi des fois en même temps avec les entrepreneurs que je forme ou alors avec les étudiants parce qu'ils ont des outils dont ils parlent et puis ils disent moi j'utilise celui-là dans mon entreprise parce que c'était en alternance la plupart. Ouais. Donc c'est intéressant, il y a des échanges, on peut apprendre des choses. C'est... Puis par exemple, quand il y a eu TikTok qui a émergé, tous les étudiants, ils étaient à fond, ils connaissaient beaucoup mieux que moi parce que moi je suis la génération Facebook, alors voilà. Facebook, Insta ou encore Snap. Mais TikTok, j'avoue, j'ai quand même du mal.
Après, voilà. C'est le cas de beaucoup, même des jeunes, plus jeunes que toi, qui se sont arrêtés pour d'autres raisons. Ça reste dans le cadre du business, hein, je parle pas des vidéos de danse, de comiques et machin, mais pour développer un business, ça reste quand même, c'est à part. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment comprendre la manière dont ça fonctionne, parce qu'il y a des agences qui sont dessus et qui réussissent très bien. Moi, en fait, c'est pas vraiment ma personnalité et je me vois pas faire ce type de vidéo. C'est pour ça que je l'ai jamais mis. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement de réseaux sociaux différents que là, chacun peut trouver son compte et vraiment ce qui lui plaît et ce qui est adapté à sa personnalité. Et tout faire, ça sert à rien parce qu'on n'a pas une audience, une cible qui fait tous les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. C'est souvent une question qui revient des entrepreneurs, c'est mais est-ce que ça vaut le coup que je me mette un peu sur tout et je leur dis non, en fait, il faut en choisir un ou deux que vous optimisez bien, avec lequel vous vous sentez à l'aise, parce que le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec l'outil. Si on n'aime pas, on va pas avoir envie de le faire, et si on n'a pas envie de le faire, on va pas faire du bon contenu. Donc finalement, on va pas atteindre nos objectifs, et en fait, on va quand même arrêter au bout d'un moment, parce qu'on va se dire on n'a aucun résultat, donc pourquoi on s'entête, quoi. Oui, non, c'est décourageant. Exactement, c'est ça. Du coup, j'apprenais ça aussi à mes étudiants, à dire ça sert à rien d'être partout, parce que finalement, parfois, en voulant être partout, on est nulle part parce que ça ne nous correspond pas. Donc, vaut mieux, surtout quand on est une petite entreprise, vaut mieux qu'on se focaliser sur ce qu'on maîtrise, plutôt que d'élargir les champs beaucoup trop, quoi. C'est rester à la mode, quoi. Oui, enfin, la mode, ça va, ça vient. Ouais. Exactement. Là, il y avait, pendant le confinement, il y avait un réseau social, là, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était que des trucs en visio, là, Clubhouse, c'était Clubhouse. Et en fait, il n'existait plus maintenant, c'était juste pendant le confinement, des gens qui se rencontraient en visio et maintenant... chasser l'ennui. Ouais, je ne sais pas trop, mais... il n'a pas tenu le concept parce que du coup, après, les gens sont ressortis. Donc, forcément, là, maintenant, il y a Instagram qui a sorti Threads. C'est pour, je crois, concurrencer Twitter. C'est pareil, des petits effets de discussion. Là. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je ne m'y suis pas intéressée, mais de ce que j'ai vu, de la veille que j'ai faite sur LinkedIn, c'est ce que j'en ai déduit. Voilà, après, moi, je me dis, il faut quand même choisir à un moment donné. C'est sûr que les grosses entreprises, elles ont les moyens de se mettre sur un peu tous les supports. Mais quand on est à son compte, qu'on est seul ou qu'on est à deux, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se diversifier autant Je pense autant mettre son énergie dans son cœur de métier et réserver une partie pour la communication, mais une partie utile et productive si ça sert à rien. C'est ça, oui. Et là où on aura notre audience, surtout. C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui ont quand même encore de l'audience sur Facebook. Ah oui, bien sûr. Du coup, ça fonctionne bien pour eux, même sur Instagram. Ça reste un des premiers réseaux sociaux, Facebook, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ça peut générer encore pas mal de ventes ou d'intérêt ou d'abonnements. Exactement. Et c'est pas juste des vieux, comme on dit, qui l'utilisent. Il y a encore plein de gens de notre génération à nous. Et même la suivante. Oui, les jeunes, ils se mettent aussi. Il y en a qui en ont déjà marre de TikTok parce que ça les saoule. Alors, ils reviennent un peu aux habitudes de vieux. Je savais pas ça. J'en ai vu quelques-uns, je dis, tiens, lui ou elle sur Facebook. Ah bon. Mais t'as 18 ans, mais... T'aimes pas TikTok? Il y a peut-être aussi des effets de lassitude, je pense. Certaines choses, c'est en constante évolution. Donc, en parlant d'évolution, comment tu te vois dans 5 ans, professionnellement? Franchement, moi, je me fais pas vraiment d'objectifs. T'as pas de projection maintenant, d'objectifs à long terme? En fait, je pense que j'aurai encore mon entreprise, mais est-ce que je ferai d'autres choses à côté? Peut-être, oui, parce que j'aime bien tester des nouvelles choses. Ouais. Là, par exemple, je teste le journalisme. J'ai commencé à écrire des articles. La presse écrite. Ouais. Et puis aussi, ils font des articles SEO maintenant. Donc, ils font un peu les deux. C'est bien parce qu'ils se mettent sur le web. Donc, du coup, c'est aussi pour mes compétences du web qu'on m'a recruté parce que j'ai les deux casquettes finalement. Ouais. Et en fait, le journalisme, c'était quelque chose que je voulais faire aussi quand j'étais au lycée, qu'il faut s'orienter après le bac. Si j'avais pu choisir, j'aurais fait une école de journalisme, mais quand j'ai vu le concours d'entrée, c'était tellement compliqué. Ah oui? Ah oui, ça m'a fait peur en fait. Et en plus, c'est des écoles privées qui coûtent très cher.
Voilà, donc mes parents, ils auraient jamais eu les moyens de me les payer. Et même avec ma bourse, j'aurais pas pu. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Donc, c'est là que t'es allée vers le tourisme, le business tourisme. C'est ça, parce que j'aimais bien voyager. Je me suis dit, bon, bah... En fait, oui, maintenant, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise et puis ça fonctionne. Donc, en fait, les gens, ils me disent plus ce genre de choses. Mais ils vont me dire des trucs du style, mais pourquoi tu fais 36 000 trucs pourquoi tu fais pas juste un seul métier Je dis, bah ouais, mais en fait, quand t'es entrepreneur, t'as tellement de possibilités que tu peux faire finalement ce que toi, t'as envie de faire. Si, par exemple, les cours, j'en ai donné, bah, au bout d'un moment, ça n'allait plus, bah, j'ai stoppé. Et maintenant, je me mets plus sur le journalisme. En fait, finalement, quand on a son compte, on peut vraiment tester plein de choses et voir ce qui nous plaît sur le long terme. Si ça nous plaît sur le long terme, on continue. Si ça nous plaît pas, bah, on arrête. Et on n'a pas la liberté. Exactement. Et moi, j'ai toujours dit, si je me mets à mon compte, c'est pour être libre. C'est pas pour me dire, par exemple, j'ai pas de bureau, quoi. Donc, j'ai essayé d'être dans des espaces de coworking. Mais en fait, moi, mes horaires de travail, elles concordent pas, quoi. Ouais. Par exemple, l'après-midi, j'ai du mal à travailler. En général, je bosse l'après-midi uniquement quand j'ai des formations. Ouais. Et le matin, bah, je fais plutôt tout ce qui est rédaction. Et après, sinon, c'est le soir parce que moi, mes heures de productivité intense, c'est le soir, en fait. Voilà. Donc, on choisit pas comment son cerveau fonctionne. Et quand j'étais salariée, c'était un des problèmes aussi, c'était que l'après-midi, j'avais énormément de mal à être productive. Et du coup, bah, en fait, j'étais pas du tout adaptée au système. 8h, midi, 14h, 17h. Oui, voilà, c'est ça. J'étais pas du tout adaptée à ce système-là. Et je me suis dit, bah, en fait, si je me mets à mon compte, je vais pouvoir gérer moi-même. C'est trop bien. Ah ouais, franchement, moi, aujourd'hui, je pourrais plus revenir en arrière, quoi. Ah, c'est ça. Une fois qu'on a goûté à ça, moi, je bosse aussi souvent à partir de 21h. Ah, bon, ça me rassure. Mais alors... Pas forcément en écoutant le rythme biologique comme toi. Moi, j'ai une famille et tout, donc j'ai, on va dire, d'autres priorités avant. Oui. Mais en même temps, je suis contente parce que des fois, je me mets à 21h, je sais que tout est fait, que personne n'a besoin de moi et que je peux me concentrer sur ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai commencé. Et j'aime bien et je suis complètement absorbée par mon boulot jusqu'à 23h, jusqu'à ce que la fatigue me rattrape parfois, mais oui, le soir, parfois, en plus, au niveau créatif, moi, je fonctionne mieux le soir. Bah, moi, c'est pareil. Quand j'écris le soir, c'est beaucoup mieux que... Enfin, faut pas se fatiguer non plus, parce que c'est quand même... ça demande quand même de la concentration, mais quand franchement, tout va bien, je suis beaucoup plus rapide le soir que la journée, en fait, quoi. Souvent ça surprend les gens, ils me disent je sais pas comment tu fais. Je dis en fait j'ai juste accepté mon propre rythme à moi et voilà, c'est tout. Oui, il y a pas de mal, au contraire. Je pense que quand on a des métiers qui demandent de la créativité, il faut vraiment s'écouter aux heures où on est les meilleurs, parce que si on le fait la journée et qu'on se force et que en fait on va jamais avoir un résultat qui nous satisfera nous et qui satisfera le client, quoi. Finalement, c'est le client. Tout ce qu'on fait, c'est aussi pour que nos clients soient contents, soient satisfaits, qu'ils aient des résultats derrière. Donc, il faut penser à tout ça quand même. Exactement. Toi, tu écris, quand tu prépares tous ces contenus, rien n'est anodin. C'est ça. C'est pas laissé au hasard. Puis après, quand on fait aussi de la rédaction web, il faut essayer de se mettre dans la peau de son client, de se dire est-ce que je peux, quel vocabulaire je peux utiliser, de voir un peu les expressions que la personne elle utilise quand elle te parle. Donc c'est un petit peu, il y a un petit peu de côté sociologique en fait, d'essayer de comprendre, tout l'univers. Se mettre dans la peau du client, mais qui est le persona parfait et tout, et puis de reproduire tout ça. C'est ça, ouais. Mais ça demande beaucoup de concentration quand même. Oui. C'est fort. Oui, c'est vrai que le métier de la rédaction web, il est assez peu mis en avant en fait. On dit toujours, oui, c'est facile à faire. Bah oui, c'est facile, mais faites-le. Mais souvent, les gens, quand ils le font eux-mêmes, après, ils se rendent compte que, oui, mais en fait, il faut que j'optimise mes métadonnées. Il faut que je fasse une étude de mots-clés. Il faut qu'après, j'insère les mots-clés, mais je ne sais pas où je dois les mettre. Du coup, quand on commence à leur expliquer tout ça, ils se disent, ouais, en fait, c'est plus complexe que ça en a l'air. Et mais bon, ça, en fait, c'est plus facile d'expliquer le web design parce que c'est quelque chose qu'on peut voir, alors que la rédaction, on ne peut pas le voir vraiment, quoi. On voit les résultats une fois qu'on a eu des demandes de devis ou que les gens, ils ont acheté nos produits.
Donc c'est très difficile à expliquer aux personnes, et tant qu'elles font pas une formation ou qu'elles se mettent pas à le faire elles-mêmes, en général elles comprennent pas. C'est bon, après de toute façon il y a plein de métiers où c'est comme ça. Voilà. Oui. Dès que ça existe, c'est qu'il y a des besoins et que voilà, ça donne des résultats pour les sociétés et les sites web. Merci Corinne, je crois qu'on arrive, au bout de cette petite interview. Merci en tout cas de m'avoir reçu chez toi. Merci à toi pour l'interview. Si le parcours de Corinne résonne en vous, si son histoire vous fait penser à une personne de votre entourage, ou si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à la partager. Pour le prochain épisode, nous quitterons l'univers du SEO pour aller vers un domaine plus visible, celui de l'image de soi, de l'image que l'on renvoie et de son importance. Je ne vous en dis pas plus, restez fidèles, il sera publié en juin. À bientôt. À bientôt. Au revoir.